Voilà, donc voilà pour son travail. Et aujourd'hui, donc, je lui laisse la parole tout de suite pour nous parler de la nature du vide. Merci. Merci bien, Daniel. Je dois dire que je suis très impressionné d'avoir un amphithéâtre plein pour entendre parler du vide. A priori, c'est un sujet, on pourrait plus dire que c'est assez creux et qu'il n'y a rien à dire sur le vide, c'est ce qu'on aurait pu penser. Est-ce qu'on peut faire des calculs à partir du fait que l'on dise que l'univers part d'une fluctuation quantique du vide? L'univers serait en expansion accélérée. C'est pour ça que dans toute l'histoire de l'univers dont je parlais, savoir si l'univers a été en expansion, on peut arriver à dire que oui, l'univers a été en expansion pendant une très très grande intervalle de temps, parce que sinon cette courbe ne serait pas du tout la même. Merci Patrick. Bien, c'est après cet exposé très riche, j'en perds mes mots, très très riche en contenu et en réflexion. Je suis je suis persuadé que la salle a des questions à te poser. Donc n'oubliez pas que c'est enregistré. Vous levez la main et je vous passe le micro. Voilà. On ne m'avait pas prévenu que c'était enregistré. Non, je ne t'avais pas prévenu, mais il y a beaucoup de choses qu'on regrette. Par exemple, on aimerait bien que la salle soit en expansion aussi. Ça permettrait d'accueillir plus de monde. Notre univers est en expansion. Ça, vous le savez, on va l'admettre. Notre univers est en expansion. Bon, alors vous, est-ce que vous êtes en expansion? Cette salle, est-ce qu'elle est en expansion? Ce qui signifie que l'expansion de l'univers, j'avais commencé par là, l'univers est en expansion. Il y a deux sous-cas possibles pour l'expansion perpétuelle. Soit cette expansion perpétuelle se ralentit constamment au cours du temps, ou soit elle s'accélère. Alors, le fait que ça puisse se ralentir ou s'accélérer, ça dépend d'un terme fondamental qui a été présent dès le début de la cosmologie relativiste, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle la constante cosmologique. De ce fait, et de manière un peu arbitraire et artificielle, il faut bien avouer, Einstein, en réglant très finement la valeur de cette constante, arrive à se convaincre que le ciel est immuable. Si vous n'avez pas compris les 3 dernières minutes de ce que je viens de dire, c'est pas grave, on y reviendra. Tout ça, c'était pour dire qu'a priori, donc, on pense que pour l'essentiel de la masse est fait sous une forme qui est non lumineuse, pas d'interaction électromagnétique, et donc on va appeler ça la matière sombre. Et puis des choses encore plus récentes, sur lesquelles je reviendrai dans mon exposé, font penser que peut-être même qu'une grande fraction est aussi constituée dans la dynamique de l'univers et sous forme d'énergie noire, ou de constante cosmologique, ou d'énergie du vide. Oui, bonsoir et merci pour votre exposé. Je voulais simplement savoir s'il y avait des résultats récents ou des interprétations nouvelles récentes ou plus précises sur l'énergie sombre, noire, comme vous voulez. Ça reste l'un des plus grands défis de la physique théorique actuelle, d'expliquer pourquoi l'énergie du vide est si petite et en même temps non nulle. Toute idée et toute suggestion est bienvenue. Donc l'espoir de pouvoir, par exemple, dire c'est tel scénario de deux membranes qui entrent en collision, ou plutôt tel chaos, est lié en fait à d'autres choses qui sont les ondes gravitationnelles. La théorie d'Einstein dit que l'espace a une forme, et que cette forme, en fait, elle peut varier de point en point. C'est-à-dire c'est comme un milieu élastique de la gelée de veau, si vous voulez, et si vous agitez la gelée de veau quelque part, ça va faire une onde de déformation de la gelée, qui est l'espace, qui se propage. C'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle. Une onde gravitationnelle est due au mouvement de la matière et en fait de toute forme d'énergie, un mouvement qui va créer une déformation d'espace-temps, et cette déformation d'espace-temps, eh bien, elle se propage à la vitesse de la lumière. Donc une onde gravitationnelle, c'est une onde de déformation de l'espace-temps. Et cet espace-temps, il va avoir une structure très simple, c'est-à-dire la partie espace, ça va juste être l'espace de Newton, et on rajoute le temps comme une droite, si vous voulez. Donc c'est l'espace-temps le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire c'est vraiment la généralisation avec une dimension de plus de l'espace, on appelle ça l'espace-temps de Minkowski. Par exemple, comparé à la relativité générale dont on parlera tout à l'heure, il n'a pas de courbure. Simplement, les rayons lumineux ont emprunté plusieurs trajets différents pour faire le tour d'un espace très tordu, que j'appelle l'espace chiffonné. J'y viens enfin d'ailleurs à la terminologie un peu bizarre de mon espace chiffonné, parce que c'est comme si je prenais une grande feuille de papier. Tu as encore besoin de ton programme? Bon, voilà, c'est comme si je faisais ça en fait, voilà, avec un espace très très tordu où je fais des identifications de points. Je suis un observateur, je suis dans un pli de l'univers, je regarde une galaxie qui est dans un autre pli, et je vais avoir des rayons lumineux qui vont emprunter une quantité différente de plis différents de l'espace, et nous donner donc en fait avoir une grande illusion d'optique.
cosmique. Si je me répète par rapport à des gens qui m'auraient déjà entendu, je suis ici pour en fait répondre à vos questions. Donc, vous êtes nombreux, vous levez la main et puis on peut débattre. D'autant plus que vous savez que tout à l'heure, ils ont annoncé il y a quelque temps que l'univers, on est en train de mesurer les constantes cosmologiques, ça n'a rien à voir avec le système solaire. Donc si vous avez envie de poser des questions d'actualité, on peut en parler. Je suis loin de tout connaître sur ce sujet, mais comme je ne suis pas le seul, ça va en parler quand même. Pour les anneaux de Neptune, nous avons eu la chance de trouver en 1984 avec la planète Neptune, côté jour, côté nuit, l'anneau Le Verrier, l'anneau Adams, et sur ces anneaux Adams, 3 arcs, que nous avons appelés liberté, égalité, fraternité, en français dans le texte. Donc ceci, c'est un profil de ces arcs qui sont très bizarres. Donc c'est un profil longitudinal, cette fois-ci, de 0 à 360 degrés. Donc ceci, c'est l'anneau continu qu'on voyait. Alors après, ça se répète au bout de 360 degrés, évidemment, c'est la même chose qu'on voit. Et puis, vous avez ces 3 surbrillances avec un tout petit qu'on appelle Courage ici à côté, qui en fait sont stables sur plusieurs années. On les a observés en 84, en 85. La sonde Voyager les a observés en 89. Et de nouveau, on les a observés en 99 par optique adaptative depuis le télescope de Hawaï. En 1953, Babcock, un physicien, a proposé le principe de l'optique adaptative. Seulement voilà, à cette époque-là, il n'y avait pas de moyens informatiques suffisants pour espérer corriger et faire toutes les actions qu'un système d'optique adaptative doit faire. Il n'y avait pas de calculateur, mais il n'y avait pas non plus de détecteur pour l'analyseur de surface d'onde assez performant. Donc c'était une idée, mais disons l'idée de base, elle date de là. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre de planètes errantes? Les Grecs avaient appelé les planètes planètes, ce qui veut dire en grec errant, parce qu'elles bougeaient assez rapidement sur la voûte céleste par rapport aux étoiles. Et aujourd'hui encore, vous allez voir que les planètes extrasolaires, donc celles qu'on a découvertes au cours des 6 dernières années, errent également pas mal et font également errer les astrophysiciens d'ailleurs. Donc ce dont je vais vous parler ce soir, c'est je vais essayer de vous expliquer un petit peu avec les mains comment les planètes se forment, comment les étoiles se forment, et comment les planètes interagissent ensuite avec l'environnement dans lequel elles se forment. Toute cette dynamique qui produit les caractéristiques des orbites qu'on observe aujourd'hui. Alors là, j'ai placé quelques photos parce que j'ai trouvé ça amusant. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces photos. C'est parce que elles représentent les gens qui ont contribué essentiellement, alors d'une part à la mécanique quantique, ceux du haut, d'autre part à la relativité générale, ceux du bas. Et ce qui m'a amusé, c'est que vous voyez qu'il y a une personne qui est commune entre les deux, qui est Einstein. Et Einstein, tous les gens à part Boltzmann ici ont peut-être Planck parce qu'il existait avant le prix Nobel. Ils ont eu le prix Nobel. Einstein l'a eu aussi, mais non pas pour ses découvertes sur la relativité générale, mais pour ses découvertes sur la mécanique quantique. Et aucun des grands génies qui sont intéressés à la relativité générale n'ont eu le prix Nobel. Alors, j'insiste là-dessus simplement pour montrer que le prix Nobel est un peu biaisé, parce que, en particulier, on trouvait que pendant tout le siècle, bien qu'il y avait un grand engouement pour la relativité générale, eh bien, on estimait que ce n'était pas quelque chose de vraiment sérieux.